Okay, then let's get started with this session. Welcome everybody. Bien, nous allons démarrer la dernière séance et donner la parole au dernier panel avant de terminer avec notre séance de clôture. Nous allons parler collaboration. On a déjà expliqué que les États membres délocalisent vers des pays très lointains. On va se rapprocher d'ici et parler collaboration. Et le sujet est le suivant: comment passer de stratégie hydrogène individuelle à une vision collective. Et nous avons des intervenants très enthousiastes et je vais brièvement vous les présenter. Ils me corrigeront en cas d'erreur. Nous allons entendre le ministre luxembourgeois de l'énergie, président du Forum énergie Pinta latéral. Ah, on me dit que c'est un forum qui regroupe les pays du Benelux. Nous écouterons aussi l'intervention de Franck Leroy, le vice-président de la région Grand Est. Il est maire de la ville d'Épernay et dans la région Grand Est, il s'occupe de la transition écologique. J'espère ne pas m'être trompée. Nous donnerons aussi la parole à Angelika Niebler, députée européenne depuis 1999. Elle connaît Bruxelles comme sa poche. Elle nous vient de la région, de la ville d'Oberbayern et elle est membre de la commission Industrie, Recherche, Énergie. Elle connaît donc très bien ce sujet. Cette commission est très active. En ces temps, Laurent Rich est vice-président de Mulhouse Alsace Agglomération et il est le maire de Kingesheim. Et puis, à ses côtés, je vous présente Ulf Christian Reinhardt, président de l'organisation Energy for Climate Westphalie du Nord Rhénanie. Il veille à faire en sorte que les mesures en faveur du climat soient correctement appliquées dans sa région. Ensuite, Jan Mollema, directeur du secrétariat général du Benelux. C'est le centre administratif de l'Union du Benelux et il aura certainement beaucoup de choses à partager avec nous. Je m'appelle Willem Huisman. Je suis modérateur de la table ronde industrie de l'Alliance européenne pour l'hydrogène et on m'a confié la modération de cette séance. Et sur ce, je donne la parole à Monsieur Claude Turmens pour ses propos d'introduction et ensuite, nous donnerons la parole aux autres membres du panel et donnerons bien sûr aussi la parole à la salle. Alors, je remercie Jean Rotner qui a collaboré et participé à la préparation de cette conférence. Angelika et moi-même avons été élus ensemble et travaillons ensemble au sein de la commission. Alors, avant d'évoquer la question de l'hydrogène, je pense qu'il faut comprendre le tableau plus général. Il y a d'un côté l'eau potable et de l'autre le champagne. Et l'accès à l'eau potable est bien sûr plus important que boire du champagne. Donc, pour ce qui concerne les systèmes d'énergie, l'électrification directe est 4 fois plus efficace avec de l'hydrogène tant qu'il n'y a pas de panne au niveau de la technologie des électrolyseurs. Et ça doit être le cas pendant 10 à 15 ans. Il faut savoir que l'efficience énergétique, l'électrification directe constitue la charpente de notre travail si nous voulons que l'Europe et le monde évoluent vers une économie neutre en carbone. L'hydrogène vert, cela dit, est plus important aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 ou 2 ans. Pourquoi ? Parce que pour parvenir à cette neutralité carbone,
nous devons nous débarrasser de ces carburants fossiles. Auparavant, on pensait que les carburants et combustibles fossiles aideraient toute une série de secteurs industriels en Allemagne, en France, en Italie, pour parvenir à la neutralité carbone. Pourquoi compter sur l'hydrogène vert qui est plus cher pour réduire les coûts? Ça, c'était la vision que l'on nourrissait jusqu'à la guerre en Ukraine. Alors, on ne va pas mettre fin à cette vision du jour, puisqu'il faut, il faut donc réajuster la stratégie en matière d'hydrogène. Nous devons créer un marché fiable et des infrastructures fiables de la même manière. Alors, ne vous étonnez pas, bon nombre d'experts nous incitent à mettre en place une stratégie en faveur des importations et disent l'Europe sera un grand importateur d'énergie d'hydrogène verte. Auparavant, on se posait la question de savoir si le marché international du pétrole pouvait commercer en euros et pas en dollars. Et on nous disait non, ce n'est pas possible, il n'y a qu'un seul marché qui fonctionne avec de l'euro, c'est le marché de l'hydrogène vert, à condition que l'Europe génère de la demande de manière coordonnée, à condition qu'elle crée un cadre applicable à l'hydrogène vert. L'hydrogène vert et le commerce mondial auront besoin de négociants, d'un marché financier pour comprendre les risques de ces contrats hydrogène vert à long terme. En Europe, il y a de nombreux pays qui n'ont pas d'accès à la mer. Il y a d'autre part des pays avec un accès à la mer du Nord et à la mer Baltique. L'Espagne, le Portugal, la Bulgarie, eux, disposent d'énergie solaire à bas coût et disposent de superficies de terre conséquentes. Donc on peut produire de l'énergie renouvelable à bas coût, mais uniquement en Scandinavie, en Espagne, au Portugal et peut-être dans certaines régions de la Roumanie et de la Bulgarie. Et puis les zones côtières proches de la mer Baltique et de la mer Noire où l'énergie éolienne est disponible offshore. Donc Hambourg, Anvers, Rotterdam et éventuellement la Roumanie et la Bulgarie contribueront à la production d'hydrogène. La Norvège, les pays scandinaves produisent de l'énergie éolienne à de très faibles coûts. Et puis se pose la question aussi du fait que de nombreux secteurs industriels n'ont pas accès à la mer. Le Grand Est, le Bade-Wurtemberg et d'autres régions n'ont pas d'accès à la mer. Et cela va créer des tensions politiques parce que les responsables, les capitaines d'industrie, ont peur de rater le coche de l'hydrogène. Alors, au Luxembourg, nous menons des projets pilotes sur l'hydrogène, mais l'hydrogène renouvelable produit au Luxembourg ne sera jamais compétitif. Je ne sais pas si vous êtes plus optimiste en Rhénanie du Nord-Westphalie ou au Bade-Wurtemberg. Donc, nous resterons, je pense, au Luxembourg, un pays importateur. J'ai rencontré récemment Frans Timmermans, pas plus tard qu'hier, et je dirais que le Luxembourg, la Rhénanie du Nord-Westphalie, la région du Bade-Wurtemberg peuvent être le carrefour de grands pipelines qui proviendront de Rotterdam, d'Anvers, où sera produit l'hydrogène vert. Et nous travaillons avec Yann sur une étude pour le Benelux pour comprendre cette charpente belge, ce backbone, et comment connecter Rotterdam, Anvers et la Sarre. Et même si la Sarre est en Allemagne, le port le plus proche pour la Sarre, ce n'est pas Hambourg. Pour ce qui concerne l'approvisionnement d'hydrogène, c'est bien Anvers. Et
J'ai bien regardé la carte de près. Stuttgart est plus proche d'Anvers que d'Hambourg pour l'approvisionnement en hydrogène, en tout cas. À l'avenir, nous allons devoir faire en sorte que l'hydrogène vert soit la vitrine de l'Europe et pas la vitrine d'un petit projet pilote politique. Alors on le sait, hein, les responsables politiques sont des champions pour ce qui concerne la volonté d'être visible, mais je pense bien qu'ici, c'est l'Europe qui doit être la vitrine de l'hydrogène si elle ne veut pas rater le coche de cette transition verte. Et avec des collègues, nous travaillons sur un projet dont le point de départ est le suivant. Nous pouvons relier Anvers, Rotterdam, Liège et Luxembourg, ainsi que la Sarre. Et la Sarre pourrait aussi être reliée au Luxembourg, à la ville qui abrite le siège de BASF, à la Sarre. Et, je le disais, l'Espagne et le Portugal peuvent être des exportateurs d'hydrogène verte. Encore faut-il aussi pouvoir approvisionner toutes les régions, par exemple du Grand Est, du nord de la France, en hydrogène vert. Au Bade-Württemberg, il y a 2 sources d'hydrogène, la Scandinavie, Hambourg, mais aussi la vallée du Rhône, l'Espagne. Donc, pour nous tous, il s'agira, et je ne veux loin de moi l'idée d'être chauvin, hein, le Luxembourg est un tout petit pays, mais c'est un pôle industriel. Nous devons travailler côte à côte pour faire en sorte que des infrastructures vertes d'hydrogène puissent être accessibles à tous les pays et de l'Espagne à Rotterdam à Hambourg. L'Espagne et le Portugal, sachez-le, transporter l'hydrogène par bateau, ça coûte très cher. C'est un peu comme transporter du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Et il faut pouvoir approvisionner ce gaz à partir de régions qui sont compétitives dans l'approvisionnement de ce gaz. Voilà l'analyse que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Alors, avant de donner la parole à l'intervenant suivant, une petite question. Si l'Europe veut continuer de mener la danse, elle doit pouvoir travailler avec les États membres. Certains d'entre eux sont des royaumes. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport au rôle de l'Europe? Est-ce que l'Europe va unir ses forces et inciter ses États membres dans les efforts qu'ils ont à consentir pour œuvrer en faveur de plus d'hydrogène? Alors, les stratégies nationales ne sont pas optimales. Avec nos partenaires de la Sarre, de Wallonie, de Rhénanie-Westphalie et du Bade-Württemberg, nous devons pouvoir présenter nos régions comme étant un carrefour de ces pipelines d'hydrogène. Et nous devons ensuite aller présenter ce projet aux différentes capitales, présenter les coûts et leur expliquer qu'une stratégie allemande pour approvisionner la Sarre en hydrogène sera plus coûteuse qu'un approvisionnement provenant de plusieurs lieux situés en Europe. Je me tourne vers
Monsieur Franck Leroy, l'hydrogène, ça signifie quoi pour la région du Grand Est? Et est-ce que votre position géographique a un impact sur l'approvisionnement et les ressources en hydrogène? Sur le champagne tout à l'heure, que le champagne est aussi important dans l'existence, moins nécessaire que l'énergie, mais étant moi-même maire d'Épernay, je ne pouvais que répondre à ce clin d'œil par un autre clin d'œil. Et je voudrais, pour terminer sur ces propos, dire que, en ce qui me concerne, je suis plutôt optimiste sur l'évolution de l'Europe. C'est souvent quand elle est au pied du mur que l'Europe sait réagir. Elle l'a démontré avec le Covid, elle le démontre aujourd'hui avec la crise ukrainienne et la crise de l'énergie qui nous commande d'accélérer, d'aller plus vite. Et plus on aura d'Europe, plus sur des questions comme l'énergie, on trouvera la solution ensemble et on ne subira pas la situation internationale, mais on sera acteur de cette situation. Un mot sur le Grand Est. C'est une région donc, qui a été créée en 2016, qui rassemble la Champagne-Ardenne, si je pars d'ouest en est, la Lorraine et l'Alsace, une région qui bénéficie de réels atouts en matière de transition écologique. D'abord, c'est un territoire qui produit beaucoup d'énergie renouvelable, le long du Rhin, avec l'hydroélectricité, mais le développement de l'éolien, le développement du photovoltaïque se sont fortement accrus ces derniers temps. Et c'est un territoire vaste, donc qui permet évidemment le développement de ces énergies. Ensuite, qui dispose de réseaux extrêmement importants, des réseaux électriques, mais des réseaux gaziers également. Et je rejoins par ce propos le propos de Claude Turmes à l'instant sur la possibilité de rétrofiter certains de ces réseaux. Il y a d'ailleurs des expérimentations qui ont été conduites avec succès dans notre région et qui pourraient être une des pistes de solution. Nous avons également des grands corridors de transport, 4 grands corridors de transport européens, des corridors nord-sud à travers le Rhin, la Meuse, la Lorraine pardon, et la Champagne, et puis un grand corridor est-ouest qui relie Paris et l'Allemagne, qui sont évidemment des corridors qui comptent énormément, sans compter le fait qu'il y a des corridors routiers, des corridors ferroviaires, des corridors fluviaux qui nécessiteront, si on considère que l'hydrogène devient un vecteur d'énergie important, notamment pour le transport lourd, qui offriront des possibilités de connexion à l'intérieur de ce morceau d'Europe qui dispose, à mon sens, de réels atouts pour réussir cette transition écologique. On a également des centres de recherche et de développement. Je pense à l'Université de Lorraine qui s'est exprimée tout à l'heure. Je pense à CEATEC, je pense à toute la démarche qui a été créée autour de Dynamis, qui est une structure qui regroupe aujourd'hui 80 acteurs de l'hydrogène à l'échelle de notre région, des grands industriels. L'entreprise John Cockerill était tout à l'heure présente. Stellantis, un certain nombre d'acteurs industriels pour lesquels les enjeux de l'hydrogène sont extrêmement importants. Donc ça fait vraiment sens de raisonner hydrogène et de raisonner transition écologique à l'échelle d'une région comme la nôtre. Mais l'un de nos principaux atouts, c'est d'être connecté à la Belgique, au Luxembourg, à l'Allemagne, à la Suisse, ce qui nous met au cœur de l'Europe et ce qui nous met en lien direct avec les préoccupations de nos voisins. Et je pense que l'action qui est menée au sein de la grande région, actuellement animée par Jean Rotner, que je veux saluer, vise justement à rapprocher nos stratégies, à faire en sorte qu'on se parle sur ces questions et qu'on saisisse les opportunités de la situation actuelle. Alors, quelques faiblesses, s'il en existe. Effectivement, les lieux où on produit aujourd'hui une énergie renouvelable ne correspondent pas forcément toujours au lieu où elle sera le plus utilisée. Donc c'est des défis internes, d'où le travail qui est fait dans notre région pour créer des écosystèmes locaux, à la fois en aidant la transformation des flottes à passer vers des modes de circulation moins carbonés, et en même temps en essayant de créer des écosystèmes de production d'énergie, d'hydrogène notamment à partir ou de la biomasse, ou de l'énergie d'origine renouvelable, ce qui doit permettre de satisfaire un certain nombre de besoins, même si nous aurons besoin, et je rejoins l'analyse de Claude Turmes, de grands réseaux, de grands corridors de transport d'hydrogène, parce que certains pays sont incomparablement plus avantagés sur la production d'hydrogène que d'autres. L'autre faiblesse peut-être, mais c'est une faiblesse à laquelle on est en train de s'attaquer, c'est la problématique de la formation et de la qualification des acteurs, parce que basculer des énergies fossiles vers l'hydrogène, c'est des savoirs, c'est des formations, c'est de l'ingénierie, et puis c'est évidemment des professionnels à former ou à reconvertir. Mais ça, ce sont des opérations qui peuvent tout à fait s'envisager. Thank you. Thanks for, Merci
d'avoir clarifié ce point. Effectivement, vous nous avez dépeint la situation dans le Grand Est et vous avez également décrit les différents corridors et votre vision, c'est effectivement comme une rivière qui va un peu dans les deux sens. Madame Niebler, vous avez deux chapeaux donc peut-être pourriez-vous d'abord nous parler un peu de la Bavière et de votre vision des clusters industriels dans la région, au sein même d'un seul pays, au sein du Bundesland de Bavière. Et peut-être on pourrait ensuite passer à plus grande échelle. Comment est-ce que ces clusters industriels peuvent devenir transfrontaliers? Est-ce que cette thématique est vraiment bien connue à Bruxelles? Et quelle est la réaction de Bruxelles? Merci pour l'invitation. Et je dois vous dire vraiment, c'était un plaisir de vous écouter. Donc vraiment pour dessiner ce cadre et pour entendre parler de l'initiative Grand Est, la coopération dans l'hydrogène et tout ça pour rendre cette région capable d'agir. Donc c'est génial, mon compliment, c'est sensationnel et je pense que la force, la motivation, c'est vraiment le résultat d'une coopération ambitieuse au niveau régional. Bon, je ne viens pas du Bade-Württemberg, non, je suis bavaroise, une entité fédérée également très très forte. Et en termes économiques, nous, on fait des projets comparables avec des Autrichiens, avec les Tchèques. On a la connexion au port de Trieste, entre les mains du port de Hambourg. Donc, on essaye vraiment de se positionner positivement au niveau régional. Et si on veut déployer l'hydrogène en Europe, et je pense que c'est l'avenir, l'électrification, plus des carburants alternatifs. Bon, là, je pense qu'il faut créer des alliances au sein de la région pour pouvoir faire et influencer de la politique. Moi, je pense que se limiter aux frontières nationales, ce serait trop restreint. Il s'agit vraiment de la force des régions en liaison avec les régions voisines. Deuxième remarque de ma part, je pense qu'il convient de faire deux choses. D'un côté, il faut intensiver les ressources dont nous disposons dans nos régions. Ça, c'est vraiment le point angulaire actuel. Où est-ce qu'on peut intensifier les ressources, augmenter la quantité des énergies renouvelables? Peut-être qu'il faudra des solutions intermédiaires pendant la transition, mais à long terme, il faut réfléchir à l'accélération, à l'acceptation sur place. Je ne sais pas si le collègue l'a dit, au sein du Parlement européen, nous négocions à l'heure actuellement, nous discutons actuellement une nouvelle version de la directive sur les énergies renouvelables, donc avec cette idée que certains endroits peuvent être des endroits ou des zones d'intérêt commun pour y réaliser des projets d'énergie renouvelable plus rapidement et donc vraiment de créer une sorte d'obligation pour l'élargissement des énergies renouvelables. Donc ce sont des approches très très intéressantes pour finalement obliger les États membres de promouvoir et accélérer les énergies renouvelables. Je pense que c'est une bonne approche et c'est un premier pas pour pouvoir produire de l'hydrogène vert. Et toi, tu l'as évoqué, cela nécessite également une politique extérieure intelligente, une solution diplomatique, parce qu'en Europe, nous ne serons jamais capables de produire tout l'hydrogène dont nous avons besoin. Donc c'est vraiment, le moment est venu de créer d'autres alliances avec d'autres régions dans le monde pour utiliser l'hydrogène. Donc l'Europe est industriellement forte et je pense qu'il est essentiel, primordial de maintenir cette base industrielle
recherche, développement, emploi, tout ça en dépend. Et donc, il faut vraiment faire une politique européenne qui nous permette de garder cette base. Donc, augmenter les énergies renouvelables aussi pour la production d'hydrogène, plus l'infrastructure de réseau nécessaire. Et si je pense par rapport à l'importation, ça c'est une thématique européenne parce que la demande est autre. Là, nous sommes occupés avec le paquet de gaz naturel, plus le travail sur le paquet des énergies renouvelables. Donc, je pense tout ce qui concerne la réalisation dans le cadre de Fit for 55, je pense que nous avons pris un bon départ, nous avons sur quoi travailler et votre participation, cette conférence, à l'heure actuelle, c'est très important. Et je constate que la thématique de régionale transformation pourrait être encore plus présent. Donc, il faut vraiment démontrer que la force, la dynamique vient des différentes régions. Et donc, c'est très, très important de souligner tout ça. Et c'est la seule possibilité pour avoir du succès et faire de l'Europe le site numéro 1 en termes d'hydrogène. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la collaboration au niveau communal ou au niveau des municipalités. Je pense que c'est vraiment une approche qui vise à détecter un problème et à se rassembler pour le résoudre. Je pense que là, la manière de faire les choses, c'est de réussir à faire les choses à plus grande échelle sans avoir une trop grande déperdition en termes d'efficacité. Parce que c'est vrai que quand on travaille à un niveau, à une très grande échelle, on perd parfois un peu d'efficacité. Nous allons maintenant passer à la région Grand Est, plus près de Mulhouse, avec Laurent Riche. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment votre organisation apporte son soutien à différents projets avec un cluster qui, bien souvent, se fait aussi par-delà le Rhin selon vous, quelles sont les possibilités d'amélioration, plus particulièrement en ce qui concerne les projets hydrogène ? Permettez-moi déjà de dire un petit mot sur notre territoire, donc, qui est au sud-est du Grand Est. On a eu la Moselle tout à l'heure, Strasbourg aussi, quelques témoignages. Nous sommes à la limite frontalière de la Suisse et de l'Allemagne. Et donc, nous sommes un territoire qui est frontalier avec des pays qui ont des orientations, des stratégies qui ne sont peut-être pas forcément ou qui ont leur particularité sur la question de l'hydrogène, comme nous, la France a le sien. Et nous avons la chance, en fait, de pouvoir croiser des territoires qui vont être dans ces logiques liées aux stratégies des États. Nous sommes un territoire qui est au cœur de corridors aussi, très important, routiers plus particulièrement, la dorsale Hambourg-Barcelone, qui passe autoroutière, qui passe sur nos territoires, qui traverse toute l'Alsace. Les camions peuvent passer aussi sur l'autoroute A5 allemande, mais il y a le Maut qui est là, qui fait que ça vient plutôt chez nous, mais là n'est pas le problème. Et puis nous avons le canal du Rhin et le Rhin, avec des ports. Pierre Hims a parlé du port de Strasbourg. Nous avons les ports de Mulhouse en lien avec Bâle, avec les Suisses de Bâle sur le sujet. Et donc nous avons un territoire qui est au cœur de ces corridors. Nous avons 155 établissements logistiques sur les territoires de notre agglomération. L'agglomération de Mulhouse, c'est 39 communes, 280 000 habitants. On a recensé à peu près près de 2500 poids lourds qui peuvent être éventuellement refités. Il y a les bus, il y a les ordures ménagères, il y a tout un tas de véhicules. Et puis, c'est un territoire qui est fortement industriel. Avec la région Grand Est, on travaille beaucoup sur la reconquête industrielle sur ce territoire parce qu'on a une ambition de transformation de l'industrie au travers de l'industrie du futur. Et c'est pour nous une préoccupation, cette reconquête industrielle. Et donc, naturellement, l'hydrogène arrive sur ce sujet.
Alors, si je voulais faire simple, je vous dirais que je vous renverrai à tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la question de l'hydrogène au cœur de la compétitivité des entreprises, la question de la décarbonation de l'industrie, le développement d'énergies renouvelables sur notre territoire, l'adéquation de la production avec la consommation, les problèmes de décarbonation des mobilités lourdes dont je viens de vous parler, les enjeux capacitaires pour la production d'hydrogène, les enjeux du coût de cette production et globalement l'économie de l'hydrogène, la mise en œuvre des réseaux. On a parlé de GRT Gaz tout à l'heure, des acteurs donc, qui nous permettent d'ambitionner des relations sur des réseaux. La question de la recherche et développement. Mulhouse travaille dans le cadre du réseau OCOR, l'université de Mulhouse, avec les universités suisses et allemandes sur ce sujet-là. C'est Karlsruhe qui est plutôt en lead sur le sujet. Donc voilà, tout ce qui a été dit là, on le retrouve sur notre territoire. Pour nous, ce qui était important, eh bien, c'était de coupler un petit peu tout ça et de regarder quels étaient les acteurs qui étaient présents sur notre territoire. Des acteurs qui, en plus de ça, pour certains, ont des actionnariats en Suisse ou en Allemagne, ça tombe très bien, même s'ils sont présents chez nous. Donc la boucle est vite bouclée. Et on se retrouve aujourd'hui donc avec un travail qui est fait avec plusieurs collaborateurs. J'en rajoute une couche avec la collaboration que nous avons souhaité avoir ensemble, les Allemands et les Français, dans le cadre de la reconversion du site de Fessenheim, avec la fermeture de la centrale de Fessenheim. Nous travaillons et nous avons monté une société d'économie mixte pour travailler sur ces sujets-là et sur la question justement de l'hydrogène. On a avec Fribourg, avec nos amis allemands de Fribourg, des réflexions sur le sujet. Donc ces collaborations, elles sont à la fois assez naturelles, mais elles s'expliquent aussi par ce qu'est notre territoire et la façon dont il est structuré et comment sont les acteurs. Et donc on essaye aujourd'hui de mener cette coopération à l'image de ce qu'on fait sur notre territoire mulhousien, puisqu'on travaille beaucoup en mode cluster territorial sur le sujet. Et donc, nous essayons de reproduire avec nos voisins suisses et allemands, en fonction de leurs priorités, ces questions-là. L'Allemagne va plus facilement regarder avec nous les questions de logique industrielle, questions de production d'énergie renouvelable. Les Suisses, par exemple, Migros, nous amènent à réfléchir sur comment décarboner ou passer une partie de leur flotte de véhicules en hydrogène. Comment on réfléchit sur cette question-là? Est-ce qu'il faut tout basculer en hydrogène? Ou est-ce que, comme le fait par exemple Migros, réfléchir sur les véhicules qui sont plutôt de moyenne courte distance, à la différence des véhicules qui sont plutôt de longue distance, et de regarder quelles sont les priorités qu'on peut donner. Voilà. Donc tout ça, on le fait. Un travail qui est en cours. On a fait un gros travail d'études sur lequel on a travaillé sur nos capacités, sur nos forces et nos faiblesses au niveau du territoire. Et on a regardé comment on pouvait construire des passerelles avec les Suisses et les Allemands sur les sujets qui peuvent être leurs sujets de préoccupation en commun. Voilà ce que je peux vous donner comme présentation générale et comment nous positionnons la problématique sur notre territoire. Thank you. Un petit mot de clarification, si je puis me permettre, suite aux discussions préalables. Vous recherchez, vous soutenez ces collaborations activement, n'est-ce pas? Alors tout à fait. On ne le fait pas seul. On essaye de s'inscrire dans des appels à projets qui sont lancés par le gouvernement français, puisque le gouvernement français souhaite qu'il y ait une délocalisation de la stratégie. Donc il y a un gros programme national qui est porté, mais on y travaille en lien avec la région, là encore, puisque en général, toutes les actions d'appel à projets sont coordonnées par les régions sur le territoire national français. Donc en effet, on apporte cet accompagnement. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on essaye de se positionner sur les appels à projets qui nous permettent de soutenir l'écosystème et accompagner les acteurs de l'écosystème. Et de regarder aussi toutes les collaborations. On est en France comme ailleurs, mais on a un découpage politique qui fait que des fois, on sort de notre territoire, on n'a plus la capacité d'intervenir politiquement. Et pourtant, les acteurs économiques sont de l'autre côté de notre frontière politique. Je pense à John Cockerill, dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas sur notre territoire, mais qui est juste voisin. On a regardé comment aussi les acteurs de notre territoire peuvent travailler en collaboration, puisque ça a été dit aujourd'hui, il n'y a pas de temps à perdre. On ne sait pas quand est-ce qu'on arrivera à pouvoir obtenir les ambitions capacitaires qu'on imagine. Donc il faut vraiment essayer, nous, à notre niveau, les collectivités, les politiques, d'organiser ces coopérations et d'être des facilitateurs, voire des assembliers. C'est comme ça qu'on accompagne, oui, sur des appels à projets. Super. Thank you. Mr. Reichert. Merci beaucoup, Monsieur Reichert. Alors, la Rhénanie du Nord-Westphalie, ça n'est pas juste de l'autre côté du Rhin, c'est un peu plus au nord, plus proche du Benelux, en fait. Et vous avez, vous aussi, vous avez des frontières, des rivières,
On a entendu à l'instant que le port le plus proche était celui d'Anvers, puis le suivant c'est Rotterdam, qui sont de grands fournisseurs de matières premières aujourd'hui. Alors, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vos activités et sur les activités que vous soutenez dans votre région? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelles sont les marges d'amélioration? Avec plaisir. Peut-être d'abord 2-3 mots qui expliquent ma présence. Bon, je suis peut-être d'abord une sorte d'électron libre quand on regarde qui organise Bade-Württemberg, Grand Est, Ambassade de France. Donc, Rhénanie-Palatinat, bon, je suis ici en tant que représentant de la Rhénanie-Westphalie du Nord. Bon, j'y reviendrai. Mais personnellement, j'ai une relation avec les différents acteurs. Je viens de Bade-Württemberg, donc c'est un peu comme rentrer à la maison. Et bon, voilà, ça fait 20 ans que je suis en Rhénanie-Westphalie du Nord. Et puis je suis aussi consul honoraire de France à Cologne, donc j'ai vraiment aussi une relation très très étroite avec la France et l'ambassade à Berlin. Bon, pourquoi est-ce qu'on m'a invité? La Rhénanie-Westphalie du Nord, comme vous l'avez décrit, occupe une position centrale en Europe. Beaucoup de frontières, des points nœuds et jusque 2045, nous souhaitons la climat-neutralité en tant qu'entité fédérée dans un Bundesland où il y a différents facteurs. Nous sommes l'entité fédérée avec le plus grand nombre d'habitants, presque 18 millions d'habitants, ce qui est quand même la taille de certains pays européens. Puis, l'industrie fait partie de l'ADN de NRV, donc on pense au charbon, à l'acier, vraiment à l'origine de l'Union européenne dans les années 50. Et la Rhénanie-Westphalie du Nord souhaite rester un land industrialisé, même après le changement, après la climat-neutralité. Et notre société ici est une filiale à 100% du gouvernement régional et jusqu'en 2045, nous aspirons à la neutralité au niveau du climat pour la chaleur, les bâtiments, l'industrie, les bâtiments au niveau privé et les bâtiments d'entreprise et aussi pour la mobilité. Et donc, comme entité industrialisée, densément peuplée, nous sommes très très ouverts à tout ça. Et avec la grande population, les bâtiments et la mobilité jouent un rôle important. Là où il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'appartements, et là il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui bougent. Donc, c'est pour ça que la coopération européenne nous intéresse très fortement. Et vous l'avez dit, notre survie économique dépend de la coopération européenne. Quand on parle au niveau européen de possibilités d'importation d'hydrogène et ainsi de suite, donc là, il y a 2 projets essentiels en NRV qui sont poussés depuis un certain nombre d'années. On a le projet Refine à Wesselingen, au sud de Cologne. Là, on veut réaliser un projet vraiment européen avec la construction d'un électryseur gigantesque, le plus grand dans le monde, qui produit plus que ce qui sera consommé sur place. Et ceci est un projet très très européen parce que les différentes pièces de cet électrolyseur viennent l'Allemagne, France, Italie, Benelux. Donc c'est vraiment un projet très très européen. Et ça fonctionne, ça avance déjà très bien. Et deuxième projet, c'est le projet Rhein.
Donc, Rhine, là, il s'agit de l'utilisation de l'hydrogène dans le transport des marchandises sur le Rhin. Bon, le Rhin, il sépare l'Allemagne, la France, le Benelux et tout ça, mais il peut vraiment fournir beaucoup d'autres régions. Et là, on parle de l'établissement de stations de charge, mais aussi de bateaux équipés de leur propre structure de charge. Et aussi la possibilité pour les derniers kilomètres, pour les poids lourds, pour que les marchandises arrivent à destination. Donc c'est vraiment une infrastructure de charge en hydrogène pour faire avancer l'hydrogène en Europe. Ça, ce sont nos 2 projets essentiels. These are big projects indeed. De grands projets, effectivement, et des projets assez uniques, notamment avec cette idée de transport fluvial. Il y a une autre question pour les 4 secteurs. Qu'en est-il de l'agriculture, qui est aussi un grand émetteur? Est-ce que vous travaillez encore sur ces questions-là, ou est-ce que vous l'avez exclu, ce secteur-là? Nous l'avons exclu volontairement. La raison, alors la raison, c'est que nous faisons partie du ministère de l'économie et l'agriculteur, c'est le ministère de l'environnement, donc ce n'est pas de notre ressort. Mais on en a parlé, on a eu des élections en dimanche, et ça va être un autre gouvernement, et il est fort possible que cette question va de nouveau sur la table, en fait. Donc, est-ce qu'on sépare l'agriculture de ce secteur ou pas, ou est-ce que ce fera partie de notre ministère? Pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce qui se fait dans le Benelux et puis quelle est la valeur ajoutée de la coopération européenne en matière d'énergie et qu'est-ce qui fait la particularité du Benelux? Oui, merci beaucoup. Déjà, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'entendre les explications des différents intervenants. Je pense qu'on est tous ici sur scène pour la même raison, et ça n'est pas l'hydrogène en fait. C'est simplement que dans le cas du Benelux, l'eau augmente. Le Benelux est en partie sous le niveau de la mer, ce qui veut dire qu'on est très inquiet, vu les températures aujourd'hui. Et en haut des montagnes luxembourgeoises, les arbres ne poussent plus parce qu'il y a trop de sécheresse. Donc, j'ai eu le plaisir, d'ailleurs, de faire mes études à Fribourg. C'est une ville très proche de la nature. Je suis née dans la première vallée d'hydrogène d'Europe, qui est aussi un endroit très intéressant de ce point de vue-là, et au sein de la région Benelux, parce que c'est là-dessus, c'est là que toute notre industrie aujourd'hui trouve ses racines, avec du gaz peu cher et fiable. Là où je vis, nous avons aussi des problèmes graves de tremblements de terre, avec des séismes. Et donc, voilà, je vais en revenir à votre question dans un instant, je digresse un peu, mais le Benelux, donc Claude a commencé par dire que il est à la tête de la coopération entre les pays du Benelux sur l'énergie. Mais c'est important de ce point de vue-là que, donc, pour nous, le Benelux, c'est les racines de la coopération énergétique. Nous avons 3 des pères fondateurs de l'Europe et à l'époque, nous étions déjà des partenaires de négociation. Nous nous sommes dit, l'Europe, c'est une excellente idée. Est-ce que ça marchera? Nous ne savons pas. On était à l'époque en 58. Et donc, on a négocié certains privilèges. Nous avons à l'époque, nous avions notre propre marché intérieur. Il était possible pour nous d'aller plus vite si nécessaire. L'Europe se développait très bien. Et le marché interne, dont nous fêtons les 30 ans cette année, fonctionnait très bien également. Mais
Nous pensons aujourd'hui qu'il est important d'accélérer dans certains domaines. C'est vrai que les pays du Benelux ont la possibilité d'aller plus vite que le reste en ce qui concerne les règles du marché intérieur, et c'est vrai particulièrement en ce qui concerne l'environnement énergétique. Le Benelux, les pays du Benelux, sous la présidence de Claude, ont décidé de faire une étude pour avoir une colonne vertébrale de l'hydrogène dans le Benelux. En tant que pays du Benelux et en tant que voisin, avec aussi le nord de la France, par exemple, nous devons réussir à remplacer du gaz qui était fiable, qui était facile d'accès et qui était relativement peu cher en provenance de Norvège et de Russie. Évidemment, on ne peut plus se fier à cet approvisionnement et il est donc important de travailler sur le plan transfrontalier. Il est important de créer des lois qui seront capables de faciliter les échanges. Nous devons créer également des projets pilotes avec la possibilité d'avoir des solutions 100% hydrogène. Peut-être y a-t-il des véhicules qui ont besoin d'une certification. Peut-être pourrions-nous également partager les connaissances ainsi acquises avec l'Union européenne dans son ensemble. Donc nous sommes encore un laboratoire vivant pour la coopération européenne. Et pour ce qui est de votre question, pourquoi le Benelux est-il particulièrement intéressant du point de vue de l'hydrogène? En fait, c'est surtout à cause de la mer du Nord. Les pays du Benelux sont situés très stratégiquement près des mers du Nord. Depuis 12-13 ans maintenant, nous avons également la plateforme énergétique des mers du Nord. Et au départ, les gens parlaient beaucoup ou se demandaient s'il était important de créer des interconnexions avec des parcs éoliens ou est-ce qu'il valait mieux simplement connecter les différentes côtes nationales et espérer que ce soit suffisant pour nos propres pays. Alors, la première chose est en train de se dérouler aujourd'hui. Nous aimerions avoir un grand réseau qui sera si important pour faciliter l'approvisionnement en énergie verte, si importante pour l'hydrogène vert. Donc le Benelux et le Bade-Wurtemberg peuvent ensemble assembler certaines pièces du puzzle de l'économie hydrogène et nous aurons besoin d'inclure la mer du Nord. La demande, elle existe, on le sait. L'industrie doit s'adapter. Et en tant qu'investisseur, c'est toujours très agréable et très important aussi. Je sais que vous serez sans doute d'accord avec moi. C'est toujours bien de savoir que la demande, elle est fiable. On sait que si on a des électrolyseurs sur le marché européen, il y aura quelqu'un pour les acheter. Donc, il s'agit d'industries lourdes parfois. Nous avons l'accès à la mer du Nord et puis il y a également une infrastructure gazière qui peut être adaptée relativement rapidement pour transporter l'hydrogène. Et je pense que ça, c'est aussi un investissement très intéressant, qui est susceptible de créer l'enthousiasme et de nous permettre d'accélérer un petit peu. Merci beaucoup. Oui, vous n'avez pas dit que vous avez les deux plus grands ports qui souhaitent devenir des plateformes européennes pour le commerce d'hydrogène à l'avenir. Alors avant de passer aux questions de la salle, je sais qu'il y a déjà toute une file qui s'est formée devant les micros, mais je voudrais vous poser une question à tous et toutes. Peut-être pourriez-vous y répondre. Quelle est la volonté politique dans la région et dans quelle mesure est-ce que cela se traduit par des fonds, du financement qui abondent vers vos projets? Est-ce que c'est difficile d'obtenir ces décisions politiques? Est-ce que c'est simple au contraire? C'est toujours difficile de traverser les frontières. Donc il nous a fallu plusieurs mois pour récupérer l'argent nécessaire pour faire en sorte d'obtenir les financements nécessaires. Tout le monde, nous avons toujours de l'argent pour les questions nationales, mais dès que l'on commence à aller au-delà des frontières, eh bien, je pense que c'est important de se rappeler, et le panel le montre, que si l'Europe souhaite réellement être une économie
compétitive en matière d'hydrogène, nous sommes au cœur de l'Europe. Et il faudra faire en sorte, nous serons les acteurs de ce caractère transfrontalier. Nous devons y mettre les moyens et prendre les choses en main. Personne d'autre ne le fera à notre place. Donc c'est ce qu'il y a de merveilleux, je pense. On l'a déjà dit, maintenant on le voit, nous travaillons ensemble, au moins sur le papier. Et si vous souhaitez contribuer à l'établissement d'une stratégie pour la grande région, pour le Luxembourg, pour la Wallonie, eh bien, nous pouvons construire ces ponts vers la Rhénanie du Nord-Westphalie, vers le Bade-Wurtemberg. Nous pouvons être au carrefour de toutes ces infrastructures. Et c'est très intéressant, je trouve, ce qui a été dit par Angelika. C'est vrai que Trieste est le port le plus proche de la Bavière, mais quand on regarde le port de Trieste, l'Autriche, le Bade-Wurtemberg, etc., en fait, on n'est plus très loin de Strasbourg non plus. Donc c'est encore un pôle important sur lequel il faudra se concentrer. Très bonne idée, et on pourrait en reparler plus tard. Cette idée d'inclure la Bavière est excellente. Mais j'aimerais reprendre la parole très brièvement pour insister sur le fait que l'Union européenne investit beaucoup d'argent dans ces projets. Le projet IPCI et 750 milliards d'euros ont été octroyés aux États membres dans le cadre du plan de relance et de résilience. Et une bonne partie de cet argent devrait être investi en faveur de la protection du climat et du renouvellement du secteur énergétique. Donc, les gouvernements nationaux doivent consacrer l'argent nécessaire à de tels projets. L'argent est là. Le règlement taxonomie prévoit aussi de très nombreux investissements. Les fonds de pension essaient de trouver des thématiques dans lesquelles investir. Ce n'est pas l'argent qui manque. Au bout du compte, ce qui manque parfois, c'est la volonté politique. Au niveau du Parlement européen, nous devons nous assurer que les infrastructures fonctionnent bien au niveau transnational. Et nous devons aussi créer ce marché de l'énergie. Ça, c'est une compétence européenne et pas une compétence nationale. Franz nous disait tout à l'heure qu'il n'y a quasiment pas de projets transnationaux qui ont été proposés par les États membres dans le domaine de l'énergie. Donc, manifestement, c'est à nous de lancer cette réflexion. Et je pense que si nous proposons de bonnes idées, de bons projets, eh bien, l'argent affluera. Il y a des investisseurs privés qui sont prêts à mettre la main au portefeuille, mais je pense que nous devons arrêter de travailler en silo et inciter les États membres à œuvrer ensemble. Que l'Europe peut jouer dans cette dynamique. En même temps, il faut qu'on ait, et on le sait tous, qu'on ait l'humilité de reconnaître que c'est une partie difficile à jouer. D'abord parce qu'il faut aller très vite, que les opinions publiques sont loin d'être prêtes à cette mutation. J'en veux pour preuve la difficulté, on évoquait dans la table ronde précédente, le temps pour faire aboutir des projets d'énergie renouvelable, parce qu'on parle évidemment d'énergie, d'hydrogène vert, donc à partir d'énergie renouvelable. Quand on voit les difficultés qu'on a sur le terrain pour faire accepter le développement de l'éolien, notamment, on sait très bien qu'il y a un décalage qui s'opère entre l'urgence du moment. L'urgence du moment, c'est évidemment de réduire nos gaz à effet de serre et c'est d'aller vers l'autonomie ou l'indépendance énergétique de l'Europe. Ça, c'est un objectif nouveau qui vient de nous tomber dessus depuis le 22 ou le 24 février dernier. Mais en même temps, il nous faut faire avec une opinion publique, des acteurs économiques, des acteurs locaux. Vous évoquiez tout à l'heure les villes. Voilà, tous ces acteurs ne sont pas formés à la transition écologique, tous n'ont pas compris l'importance du changement à opérer, et on est dans un pays, on est dans des régions où il y a aussi des formes de conservatisme qui s'expriment. Tout à l'heure, il a été dit à la tribune que certains partis politiques, encore dans nos pays aujourd'hui, et c'est le cas en France, revendiquent le fait que les énergies renouvelables ne servent à rien et qu'il faut rester et subventionner l'usage des énergies fossiles.
Donc on a à la fois une urgence qui est celle d'agir le plus vite possible, et l'Europe doit être un facilitateur de cette accélération, mais en même temps, il nous faut gérer des opinions publiques qui sont loin d'être acquises aux enjeux que nous évoquons aujourd'hui, cette tribune. Merci. Si je peux juste rebondir sur ça, moi je crois que, en fait, bien sûr, tu auras toujours certains citoyens qui vont s'opposer, mais je crois qu'en France, par rapport aux renouvelables, il y a aussi des acteurs structurels économiques qui s'opposent au développement du renouvelable parce qu'ils sont sur une autre technologie. Hein, donc, il ne faut pas se leurrer. Et c'est cette alliance entre des acteurs très stratégiques, très bien introduits au niveau des hommes politiques et certains citoyens un peu critiques qui fait les blocages. Hein. Ce n'est pas le citoyen en tant que tel. Thank you. But still, I think what we see is these national... Néanmoins, on voit des stratégies en matière d'hydrogène nationales, on voit aussi au niveau des financements voilà, les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Et il faudrait peut-être bien expliquer que l'argent qui vient de France, ou qui apparemment vient de France, n'est pas uniquement destiné à la France, et que, en fait, l'argent du contribuable européen est destiné à l'ensemble des pays européens. Alors, je ne répondrai pas directement à cette question, mais j'aimerais rebondir sur le volet de la coopération transfrontalière. Le Benelux héberge une plateforme de coopération, et je dois dire que nous nous penchons déjà sur les règles relatives au marché de l'hydrogène. Nous échangeons énormément des idées entre des experts sur ces projets en matière d'hydrogène. Et il existe de nombreux projets conjoints qui, je pense, sur le long terme, seront très fructueux. Je pense qu'il faut donner une dimension transfrontalière à la résolution de problèmes. Pour ce qui concerne le Benelux, eh bien, en matière d'hydrogène, le gros potentiel, il réside au niveau du port de Rotterdam, certes, mais aussi au niveau de la mer du Nord dans son ensemble. Et il y a dans ces ports des produits utilisés et des infrastructures utilisées par l'ensemble des pays du Benelux. Donc l'hydrogène joue un rôle clé en matière de coopération. Et cette coopération régionale, ces échanges en matière notamment de réglementation, ils profiteront, je pense, à toute l'Europe et à l'ensemble des collègues actifs au niveau européen en matière de réglementation. Alors, le forum Pinté Énergie regroupe le Benelux, la Suisse et l'Allemagne. Et nous effectuons un exercice de modélisation en matière de réduction des émissions de carbone. Et pour ce faire, nous devons travailler sur les infrastructures d'hydrogène et sur les réseaux électriques, parce que l'électricité qui proviendra de la mer du Nord ne pourra pas être absorbée uniquement par les pays du Benelux. Donc, il faudra voir comment redistribuer cette électricité et l'amener aux pays qui n'ont pas un accès à la mer. Étant donné que les pipelines d'hydrogène sont beaucoup plus denses, il faudra utiliser des électrolyseurs dans les zones côtières, dans les ports, qui permettront d'alimenter le réseau d'hydrogène. Et il faut pouvoir comprendre les liens entre la production d'énergie renouvelable le long de la mer du Nord, les besoins en renforcement des réseaux électriques et prévoir aussi des systèmes de stockage de l'hydrogène. Et puis, n'oublions pas les batteries, parce que sur le marché américain et australien de l'énergie, les batteries présentent déjà des potentiels de stockage très intéressants. Donc, je pense qu'il faut pouvoir aussi anticiper ces besoins en matière de stockage. Et puis aussi tenir compte aussi
des nécessités en matière de ravitaillement. Par exemple, à l'avenir, si les poids lourds sont neutres en carbone, quels seront les besoins en matière d'hydrogène et d'électricité. Et de notre côté, eh bien, nous essayons de prévoir ce qu'implique une économie neutre en carbone au niveau des besoins et de la densité du réseau électrique, notamment. Merci. Alors, il nous reste peut-être le temps de prendre une toute dernière question de la part de notre public. Y a-t-il une toute dernière question? Oui? Merci. Merci pour votre courage. Susanna Cherlakla, je travaille pour le Centre tchèque de recherche et de développement. Il a été dit que le plan en faveur de l'hydrogène devait être un plan européen, mais j'ai bien écouté les différentes interventions et je me dis que ce plan européen, finalement, il se limite à quelques régions françaises, suisses, autrichiennes, belges, avec peut-être des collaborations avec la Scandinavie et d'autres régions riches en énergie solaire et éolienne. Quid des autres régions, par exemple des régions de l'Europe de l'Est? Je pense qu'on a cité à une seule reprise un pays d'Europe de l'Est. C'est Madame Niebler qui l'a fait. Y a-t-il des perspectives dans ces pays? Peut-on inclure l'Europe de l'Est dans ce plan européen en faveur de l'hydrogène? Et si cette collaboration est-elle envisageable à vos yeux? Je comprends bien que la conférence se concentre sur certaines régions d'Europe uniquement, mais j'aimerais vraiment savoir s'il y a des perspectives pour les pays d'Europe de l'Est en matière d'hydrogène. Merci pour cette question et vous avez tout à fait raison. Nous avons peut-être un petit peu oublié l'Europe de l'Est et nous sommes trop concentrés sur l'Europe de l'Ouest. Au cours des débats au Parlement européen, sachez que nous n'oublions aucun pays, aucune région. Donc, alors, ce n'est pas que nous ne nous soucions pas de ces pays-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est destiné aux pays d'Europe de l'Est et qui doit les aider à œuvrer en faveur de cette transition verte. Il existe le fonds de modernisation, il existe aussi d'autres programmes gérés par la commissaire Maria Gabriel en matière de recherche, en charge de la recherche et de l'innovation. Donc, il y a beaucoup d'argent qui est mis à disposition, cela dit, à des fins très intéressantes et destinées à des projets en faveur de la transition verte dans les pays d'Europe de l'Est. Et j'aurais peut-être une réflexion à partager avec vous. On se pose toujours la question de savoir qui a le contrôle de la situation. Et je pense que pour ce qui concerne l'hydrogène, dès lors qu'il y a une coopération régionale, et cette coopération régionale existe, on l'a vu, je pense que dès lors qu'il y a la volonté, ce sont les régions qui doivent prendre les rênes de la situation. Et moi, je suis originaire d'une région où on s'est posé la question de savoir pendant de nombreuses années si construire ou non un parc éolien. Et finalement, ce sont les citoyens qui ont pris la décision. Les débats ont été très longs, mais au bout du compte, à la suite de l'approbation des citoyens, nous avons construit ces 5 parcs éoliens. Donc je pense qu'à l'avenir, ce qui sera prépondérant, ce sera aussi notre capacité à convaincre les citoyens. Et il y a bien sûr des régions où ce sera plus difficile de convaincre les citoyens que dans d'autres. Mais je le répète, je pense que les régions doivent prendre le contrôle de la situation, présenter des projets intéressants comme l'a fait la région du Grand Est.
Donc vraiment, ce sont les régions qui ont la main en matière de coopération. Et si cette coopération peut voir le jour en Europe de l'Est, elle sera certainement fructueuse. La Bavière collabore beaucoup avec la République tchèque sur des projets très attrayants en matière de télécommunications, notamment au niveau de projets de grande envergure. Pour ces projets de grande envergure, nous devons travailler en collaboration étroite avec les pays voisins. Et c'est bien ce genre d'ambition qui doit nous animer. Alors, je vais vous donner une réponse politico-politique. Il y a l'Est et l'Est. Il y a 10 ans, on se rendait dans les pays baltes, dans les 3 pays baltes, et on s'apercevait que ces pays étaient contre l'énergie renouvelable. Mais aujourd'hui, eh bien, ces 3 pays baltes sont des champions de l'énergie renouvelable et ce seront aussi à l'avenir des champions de l'hydrogène. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que la Bulgarie a des conditions d'ensoleillement aussi favorables que l'Espagne et le Portugal. La Bulgarie pourrait être un champion du solaire, mais la mafia russe corrompt tout, contrôle le président bulgare, et c'est la raison pour laquelle des réacteurs nucléaires prolifèrent, parce que la Russie a la main mise sur ce pays. Alors on peut parler tant qu'on veut d'hydrogène vert en Bulgarie, il ne se passera rien parce que l'establishment est entre les mains des Russes. En Roumanie, les conditions venteuses sont bien meilleures qu'en Écosse. Or, la Roumanie préfère le forage en mer parce que le pays est entre les mains de lobbies nucléaires. Si vous vous penchez sur les chiffres du plan de relance, vous vous apercevrez que des milliards d'euros, et je suis très honnête et transparent à cet égard, des millions d'euros sont mis à disposition de l'Europe de l'Est. Mais c'est l'establishment qui ne souhaite pas œuvrer en faveur du changement et qui oblige les responsables politiques à maintenir le statu quo. La Bulgarie et la Roumanie, la Serbie et d'autres États des Balkans pourraient être des champions de l'énergie renouvelable. Or, ils n'évoluent pas dans ce sens, pas à cause du manque de vent, de la géographie, du manque d'ensoleillement, mais en raison du contrôle des lobbies et de l'establishment dans le secteur de l'énergie qui est en faveur du statu quo. L'Allemagne avait été pendant un certain temps dominée par des lobbies du nucléaire. Les choses ont changé. L'Allemagne a opté pour les énergies renouvelables. Alors, en France, on peut s'interroger encore sur la puissance du lobby nucléaire, mais sachez que dans les pays d'Europe de l'Est, c'est une question uniquement de puissance de ces lobbies qui empêchent le développement des énergies renouvelables. Eh bien voilà, votre question a suscité des réactions assez véhémentes. Alors, nous allons clore ce panel. Je vous demande d'applaudir chaleureusement nos intervenants. Ce fut un plaisir de partager ce débat avec vous.